Guyane, actualité. Bonjour à tous, bienvenue en direct depuis la CTG. Nous sommes avec le ministre des Outre-mer, Philippe Vigier. Vous connaissez bien le territoire? Oui, écoutez, je connais ce territoire. D'abord, je voulais vous dire que j'ai eu un accueil très chaleureux de la part de votre président, que je connais bien parce que on a essuyé nos fonds de culotte à l'Assemblée nationale sur les mêmes bancs. Voilà, et donc lorsqu'on était parlementaire, donc on a eu l'habitude de travailler ensemble. Et je veux dire qu'il a réservé un accueil très, très agréable, très chaleureux avec son équipe, ses vice-présidents qui étaient autour de lui. Et je crois qu'on a eu, comme on dit en langage diplomatique, on a fait un tour d'horizon de toutes les questions, des sujets concernant la Guyane. Aucun sujet n'a été évité, que ce soit les problèmes d'insécurité, que ce soit les problèmes de lutte contre les orpaillages illégaux, des problèmes d'éducation, des problèmes de santé, des problèmes d'énergie, des problèmes de déchets, des problèmes de la pêche. Enfin voilà, ils ont fait donc un tour d'horizon qui appelle à d'autres rencontres, naturellement, dans les prochains jours. Alors de ce tour d'horizon, j'ai deux questions. La première, serait-il une continuité avec votre prédécesseur ou alors c'est une nouvelle partition que vous allez écrire? Et la deuxième question, dans ce tour d'horizon, l'évolution statutaire a-t-elle une place importante? Écoutez, tout a une place importante. Vous savez, moi, je suis là pour aider l'ensemble des territoires ultramarins. Vous savez, le président de la République, la première ministre m'ont confié cette merveilleuse mission de m'occuper des Outre-mer. J'y mettrai d'abord mon expérience de l'élu local. J'ai été plus de 20 ans élu local, maire, j'ai été conseiller régional, je le suis d'ailleurs encore, j'étais président de pays, je me suis occupé de gestion de fonds européens. Donc, avant tout, j'étais un homme de projet, et donc ici, il y a beaucoup de projets. Et donc, je vais faire tout pour que ces projets puissent aboutir. Que ça, par exemple, dans le domaine universitaire, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la souveraineté alimentaire, dans le domaine de la souveraineté en matière industrielle. Donc, toutes les questions qui se posent aux Guyanaises et aux Guyanais, toutes les questions qui se posent naturellement à ceux qui ont la responsabilité, puisque le président et son équipe, c'est le suffrage universel qui les a choisis pour être en responsabilité, eh bien, je serai là avec eux pour voir comment on peut le plus rapidement possible faire avancer ces sujets-là. Parmi les projets, il y a un projet assez important concernant l'énergie dans l'Ouest, la CEOG, et dans votre programme, il n'y a pas de visite, de rencontre, notamment avec le chef du village Prospérité qui s'oppose par exemple à cette centrale. Écoutez, c'est un projet absolument vital. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, vous voyez, j'étais ministre depuis peu de temps. Et ça a été le trou noir pour la Guyane. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu le préfet. Vous avez pu voir d'ailleurs qu'avec le préfet, on a activé EDF au plus haut niveau pour faire en sorte, et ça a duré d'ailleurs trop longtemps, 11 heures, je crois, de coupure. Et vous dire que cette centrale, elle correspond à quoi? Est-ce que oui ou non, demain, il y a 10 000 familles pour lesquelles on ne va pas sécuriser justement l'électricité? D'ailleurs, un vice-président l'environnement me disait tout à l'heure qu'il faudra que l'on soit capable, et dans les territoires les plus isolés de la Guyane, où il y a des habitats qui sont dispersés, apporter une autonomie énergétique. Le président me disait que probablement qu'ils allaient pouvoir être le deuxième territoire ultramarin qui allait demain contractualiser avec l'État pour ce qu'on appelle la programmation de l'énergie. Donc, bien sûr, je sais qu'il y a des difficultés. Je crois que le préfet, avec beaucoup de sagesse, a fait en sorte que ce programme photovoltaïque, on puisse décaler encore de quelques jours la 4e tranche. Donc, oui, j'ai regardé tout cela avec beaucoup d'intérêt. Je peux comprendre qu'il faille tenir compte, bien sûr, des attentes de la population, des craintes, il faut les lever. Et d'ailleurs, je salue la démarche du préfet qui a été à l'écoute. Et on continuera de faire en sorte, comme cela, pour l'ensemble des projets énergétiques. Il ne peut pas y avoir de projet qu'on plaque sur la tête de la population sans discussion. Voilà. En tout cas, j'y tiens et je le ferai. Votre feuille de route, c'est le SIOM, principalement en tout cas. Votre programme se fie à ce comité interministériel des Outre-mer. Mon programme, c'est pas que le SIOM. Je rappelle que les territoires ultramarins, bien sûr, c'est ce fameux comité interministériel aux Outre-mer avec une nouvelle méthode, qui est la méthode Vigier. Voilà, tous les 3 mois, on va se voir, on fera le bilan d'avancement avec un président d'une collectivité importante, le président de la Guyane, mais pour tous les territoires. Et donc, on se verra à Paris entre le 15 et 30 novembre. Mais vous voyez, je suis venu aussi avec une autre belle nouvelle, qui était attendue. Le préfet va avoir son mandat pour négocier avec le président. Je vais vous en faire l'annonce ce soir. Il y aura une enveloppe beaucoup plus importante que pour les années précédentes pour ces fameux CCT, le contrat qui permet de convergence territoriale, qui permettra justement d'avancer pour donner une véritable chance à la Guyane comme elle le mérite. Une dernière question pour le président. Oui, président. Donc là, nous avons entendu... Monsieur le préfet, le ministre, vous restez à côté. Alors, on a entendu la méthode Vigier, qui est là régulière. C'est une méthode qui vous convient?
Alors la méthode, le ministre l'a annoncé aujourd'hui, mais bien évidemment qu'il faudra mettre cette méthode à l'épreuve des faits. De toute façon, on s'est promis de se revoir assez rapidement. Je voudrais noter que parmi les questions qui ont été abordées, même si on a fait un tour très large du propriétaire, la question de l'évolution institutionnelle également a été abordée. Bon, j'ai dit à Monsieur le ministre ce que sont les attentes de la Guyane en la matière. Nous continuerons les discussions parce que nous avons parfaitement compris que rien n'est fermé à ce niveau-là. Nous allons traiter les projets sur le long terme, sur le moyen, mais également sur le très court terme, et c'est d'ailleurs ce qui va se passer avec les 72 mesures du SIOM pour lesquelles nous verrons comment les mettre en place au bénéfice de la Guyane, au bénéfice des Guyanais, bien évidemment. Dernière question, Monsieur le ministre. L'outre-mer, c'est un vaste chantier. Vous dites qu'il y a une spécificité guyanaise à prendre en compte? Bien sûr, mais toutes les outre-mer sont différentes. Vous savez, ceux qui ont imaginé que la Bretagne, c'était l'Auvergne, mais ils se trompent. La Guyane, ça n'est pas la Polynésie ni la Nouvelle-Calédonie. On doit faire en sorte, et ça j'y tiens, d'avoir des politiques adaptées au territoire. Et le cadre de la République permettra de faire ça. On s'appuiera sur les forces vives que sont les élus. Rien ne se fera sans les élus. Et naturellement, tous les services de l'État. Et j'ai toute confiance dans le préfet et l'ensemble des services de l'État pour faire cela. Et je veillerai personnellement à ce que tout se passe le mieux possible dans un dialogue permanent entre l'État et les élus. Nous sommes en direct depuis la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni avec le ministre des Outre-mer, Philippe Vigier. On va réussir l'objectif d'aller chercher ces financements? Écoutez, d'abord, c'est un magnifique contrat que nous venons de signer avec Sophie Charles, qui est le fruit d'un travail de 6 mois, avec les services de l'État, avec l'ensemble des consulats, avec le monde économique, comme elle l'a très bien dit. 270 millions d'euros à la clé, vous voyez, sur les 4 ans qui viennent. Il y a des financements de l'État qui sont déjà là. Elle a pu assurer que sur une grande partie, nous étions déjà présents. Donc, vous voyez, la parole donnée est une parole tenue. Et je serai à ses côtés pour obtenir des financements européens. Surtout sur les compétences importantes ici, notamment les déchets. Mais bien sûr, mais sur les déchets, il y a un premier travail à faire. On a d'ailleurs évoqué la question. Il appartient à la collectivité régionale, donc la collectivité territoriale de Guyane, de voir comment elle s'organise pour ce schéma des déchets. Je connais bien ces questions-là. Je suis conseiller régional. J'ai déjà bâti dans ma région un schéma, ce qu'on appelle régional d'élimination des déchets, de voir comment on faisait. Il y a des spécificités. Cette question, elle a été évoquée, comme celle de l'eau. Tout est lié parce qu'ici, on concentre beaucoup de sujets. L'affaire de l'école, j'étais très sensible au fait que vous m'ayez expliqué qu'il y avait 38 écoles, très nombreux enfants qui sont scolarisés, un peu plus de 11 000. Eh bien, il y a des défis. Face aux défis, il faut une stratégie. La stratégie, la maire la porte avec la communauté de Guyane, de l'Ouest guyanais. Eh bien, nous ferons des accompagnements comme nous le faisons, parce que je suis arrivé, vous le savez, avec ce qu'on appelle un CCT, donc un contrat signé avec l'État de 270 millions d'euros pour les 4 ans qui viennent, qui est un effort, donc une augmentation de 50 millions, je tiens à le dire, parce que dans le contexte hexagonal, c'est pas ce qu'on voit partout. D'accord, j'en profite parce que vous avez parlé de la route du fleuve, vous l'avez abordé en disant qu'il y a des autoroutes en France. Pas ici, vous n'avez peut-être pas fait la route en voiture, 250 km pour venir ici. Il faut aussi aller sur l'Est. Si on va d'un coin à l'autre de la Guyane, aucune autoroute, des départementales qui sont difficiles. Est-ce que vous allez appuyer ces dossiers-là et comment? D'abord, c'est pas moi qui définis les projets, ce sont les élus locaux. Donc, il appartient, une fois de plus, à la collectivité de Guyane de savoir quel est son schéma de mobilité. On a évoqué cette question. La maire parlait éventuellement du train, ça peut être des routes, ça peut être aussi l'aérien. L'aérien, il y a des infrastructures qui se font, vous le savez. J'étais tout à l'heure à Maripasoula, j'ai pu voir que la piste nouvelle serait livrée dans quelques semaines. Donc, moi, je suis là pour accompagner des... Vous savez, je peux pas tout régler. Je suis arrivé il y a moins de 2 mois, donc j'entends vos questions. Enfin, non. Mais vous imaginez que depuis le 21 juillet, vous voyez, par exemple, sur les dossiers aériens, j'ai été sensibilisé dans les premières heures. Mais je ne vais pas tout régler d'un coup de baguette magique. Il y a le temps long, il y a le temps de la réflexion. La stratégie, elle est en train de se faire, elle a été définie, et moi je salue ce travail collaboratif, ce travail constructif qui a été fait. Ensuite, il faut regarder comment ça marche, qu'est-ce que ça coûte, est-ce qu'on peut faire. C'est simplement, vous ne trouverez pas avec moi. Je suis avant tout un élu local qui est maintenant ministre de la République à la demande du président. Je veux simplement rendre possible ce qui est nécessaire. Mais je n'emmènerai pas les habitants de la Guyane, et en particulier l'Est guyanais, dans des illusions perdues, parce que je ne le ferai jamais, un discours de sincérité, de franchise. Et toujours sur le désenclavement, je me permets, il y a un collectif qui s'est constitué pour le désenclavement, avec une marche qui est prévue en octobre. Mais madame, eh bien, la route du désenclavement, est-ce que c'est possible de faire cette route? Mais écoutez, une fois de plus, je vous réponds très simplement. Par exemple, sur le volet du contrat que je viens de donner au préfet, il y a 170 millions d'euros qui sont réservés pour les routes. Il appartient au préfet de discuter avec les collectivités, en particulier la collectivité de Guyane. Et j'ai vu hier le président des maires de Guyane. C'est à eux à savoir quel est le plan qu'ils veulent faire. Ne reprochons pas à Paris de vouloir dessiner la mobilité dans la Guyane. Non, mais c'est aux actes. Mais madame, il faut d'abord qu'on ait les chiffres réels de tout cela. C'est pas moi qui veux dire le contraire. Lorsqu'on a les dossiers, on regarde. C'est à eux à savoir ce dont ils ont besoin, mais pas à très court terme.
comme vous l'avez très bien dit, Madame le maire, une projection à moyen terme, une projection à long terme. Et je crois que, je vous le dis très librement, je pense qu'on est là et on sera là parce qu'on ne laissera pas tomber la Guyane. Bien au contraire, les nouvelles que j'apporte ce matin montrent qu'on met plus d'argent qu'auparavant. Alors, Madame la Présidente, justement, il dit que c'est à nous de faire ce travail-là, c'est aux élus, aux collectivités. Donc, vous, je sais qu'il y a à peu près une cinquantaine de projets qui ont déjà été budgétisés. Encore plus de projets qui sont en attente. Est-ce qu'on aura les moyens d'utiliser toute cette enveloppe? Alors, le sujet, justement, dans ce contrat, c'est d'identifier les sujets. Il y en a 118 qui sont prévus sur le sujet. On a déjà acté avec l'État 55 millions qui sont ceux-là validés. Après, pour le reste, il faut chercher au coup par coup auprès de l'Europe, auprès d'un certain nombre aussi, auprès de la CTG, auprès d'un certain nombre de financeurs. Et donc, à ce moment-là, on a besoin de travailler tous ensemble. Le but aujourd'hui, c'était quand même de dire, voilà ce que l'Ouest guyanais a besoin dans les 10 ans à venir. On a travaillé tous ensemble, on s'est mis avec le monde de l'entreprise, avec le monde de la pêche, avec des gens qu'on ne voit pas toujours autour de la table. Parce qu'entre élus, on ne peut pas décider, nous, si on ne touche pas du doigt les choses. Et c'est ça le sujet. C'est quoi? Nous, on soutient vraiment toutes les avancer de concert. Il n'est pas question de mettre un axe en avant et l'autre après parce que justement on va déséquilibrer ce qu'on a voulu faire aujourd'hui. C'est vraiment arriver dans 10 ans à faire, si nous arrivons à faire 100%, c'est parfait. Moi je vise les 100%, je veux dire franchement, sur les actions qui sont à mener. Ça n'empêchera pas peut-être de faire autre chose à côté. C'est juste qu'on a ça là-dessus. Ensuite, sur la partie, il y a des parties qui sont obligatoires. C'est par exemple le schéma des mobilités dont parlait Monsieur le ministre. Ça, il faut que la région rédige, enfin la collectivité territoriale qui représente la région Guyane soit, elle, décide de ce schéma des mobilités pour que nous ensuite on puisse se positionner sur chaque chose. C'est en fait chacun à son niveau a une responsabilité en tant qu'élu. Nous, notre rôle d'élu communautaire était bien de produire ce contrat de transition écologique pour que sur cette base on puisse ensuite avoir d'autres prises en compte. Il n'y a pas un projet concret que vous pouvez mentionner pour que on a forcément le sujet des déchets qui lui est en priorité, puisque nous savons que nous avons l'extension de l'ISDND de Saint-Laurent, c'est-à-dire la décharge qui permet de gérer tous les déchets d'Apatou, Saint-Laurent, Mana, Awala, qui arrivera à saturation en 2025. Donc nous, il est important que l'extension de cette décharge-là soit une priorité, parce que sinon en 2025, on va se retrouver sans endroit où mettre des déchets. Dernière question. Oui, je vous remercie. On parle des transitions écologiques. Juste à côté, à Prospérité, il y a une centrale à hydrogène. Pourquoi est-ce que c'est pas dans votre programme cette visite? C'est une centrale qui... Je vais vous dire, j'y revenir. C'est le premier déplacement que je fais. Vous avez entendu mon discours. Oui, J'ai dit que la Guyane était absolument exemplaire. Donc, je reviendrai, j'irai voir ça. J'ai dû faire un certain nombre de choix, de prendre des priorités. Vous voyez, exactement comme les maires pour d'autres domaines. Je reviendrai très rapidement. Là, je vais passer 3 jours. Vous savez, j'ai également beaucoup de sujets en cours. Mais je vais vous dire. Énormément de gendarmes sont mobilisés. Non, mais c'est pas énormément. Il y en a quelques-uns parce que. Mais je vais vous répondre. Je vais vous répondre, madame, très simplement. Vous savez ce qui s'est passé le 28 août? Vous avez oublié. C'était blackout parce qu'il y a eu trou noir. Ça a duré. Comment? Avant de parler de blackout, il faut d'abord parler de gestion des lignes. Non mais je vous réponds. Alors je vous réponds. Si je peux terminer ma réponse, et la gentillesse de me le suivre. Non, je persiste. Un, faut fabriquer de l'énergie. 2, la transporter. Si vous fabriquez de l'énergie, vous n'êtes pas capable de la transporter, ça ne marche pas. Si vous fabriquez pas d'énergie et que vous êtes capable de la transporter, ça marche pas non plus. Donc là vous tombez sur quelqu'un qui a, vous voyez, j'ai devancé la loi. Dans mon département, on a fait un schéma départemental d'énergie renouvelable. Donc je connais parfaitement bien ces questions. Lorsqu'il y a eu ce sujet-là, vous voyez, j'étais pas en fonction depuis longtemps. Il a fallu, au bout de 11 heures, trouver des solutions. Donc là, cette centrale est indispensable pour apporter de l'énergie à 10 000 foyers guyanais. Il y a d'autres. Comment? L'apaisement du conflit. Et mais naturellement, mais il faut aussi que nous, on participe à apaiser le conflit pour trouver des solutions, les voies de passage, parce qu'il est indispensable que l'on apporte une autonomie énergétique à la Guyane. Parce que quand il n'y a pas d'énergie,
Les hôpitaux ne marchent plus. Lorsqu'il n'y a pas d'énergie, l'eau ne marche plus. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin, comme vous le savez, de l'énergie pour tout. Les écoles ne marchent plus. Celle où j'étais ce matin à Maripasoula. Donc ça veut dire quelque part, cette question de l'énergie, elle est très forte naturellement en Guyane, comme partout ailleurs. Je sais qu'il y a le sujet des lignes. Je pars avec cela, rassurez-vous. Merci de m'avoir interpellé sur cette question. Je l'ai parfaitement en tête et on fera tout pour que justement on ait une solidité énergétique. On a solidité parce que s'il n'y a pas une fois de plus d'énergie, demain l'activité économique s'arrête. Et si l'activité économique s'arrête, c'est la pauvreté encore plus qui sera au rendez-vous. Et nul ne peut dire le contraire. Alors après, moi je peux pas être comptable de tout ce qui n'a pas été fait. Vous savez, les réseaux d'énergie, c'est pas l'État qui les construit. Donc je vais être très à l'aise avec vous. C'est comme les réseaux d'eau, c'est pas l'État qui les construit. C'est les collectivités qui sont en responsabilité. Donc voilà. En tout cas, moi je prends tous ces sujets à bras le corps. Donc cette centrale, je suis heureux de voir que ça a enfin démarré. Je sais que ça provoque des difficultés. J'ai les mêmes sujets chez moi. Donc je suis avant tout un élu local. Vous savez, j'ai été maire pendant 16 ans. Donc je sais ce que c'est que la difficulté de faire accepter par les populations. Mais avec des gens comme vous, les journalistes sont aussi celles et ceux avec lesquels on peut faire passer des messages pour comprendre que l'intérêt général l'emporte aussi souvent. O-News Radio sur outremernews.fr.